Ok. Bon, je propose qu'on commence et puis ça va faire venir les retardataires, s'il y en a. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 7e rendez-vous du biodéchet. Je me présente, Paul Panier, je fais partie de l'équipe communication et marketing de chez Green Creative. Je suis accompagné aujourd'hui de ma collègue Mawena Tendar qui va suivre les questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à en poser tout le long de l'intervention. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Loïc Détruche, agriculteur, méthaniseur et président de Meuvelec, basé en Haute-Savoie. Bonjour Loïc. Bonjour. Et Thomas Delgove, président du bureau d'études Enerbioflex, spécialisé dans la performance énergétique pour les installations agricoles. Bonjour Thomas. Bonjour Julien, pardon. Bonjour. Excusez-moi. Nous sommes super heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste redire 2 mots sur Green Creative et les rendez-vous du biodéchet. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Green Creative est présent depuis plus de 10 ans dans la filière du biodéchet, et notamment grâce à son déconditionneur FlexiDry. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé de lancer une série de webinaires, les rendez-vous du biodéchet, qui permet aux professionnels de la filière de se rencontrer, d'échanger et d'apporter leur retour d'expérience. Donc, à l'agenda du jour, nous allons apporter des éléments de réponse à la question du surcoût de l'énergie et comment y faire face en tant qu'exploitant. Donc, le schéma est assez simple. On va faire les 15 premières minutes ensemble où on va répondre à quelques questions avec nos intervenants et 15 minutes où vous, en tant que spectateur, vous allez pouvoir poser vos questions et on va essayer d'y répondre. Donc, je propose de commencer directement dans le vif et je vais me tourner vers vous, Loïc. En 2022, c'est un secret pour personne, la crise énergétique a frappé de plein fouet l'Europe et la France. Les prix de l'électricité ont augmenté fortement. Concrètement, vous, en tant qu'exploitant, comment cela vous a impacté? Oui, effectivement, donc 2022 est à noter dans les années tragiques par rapport au coût énergétique. De mon côté, sur Meuvelec, c'est totalement exorbitant avec une augmentation de 600% en tarifs d'électricité en hiver, donc du mois de novembre à fin mars. Le prix de mon mégawatt est passé de 115 € en 2022 à 856 en heure pleine. 856 € mégawattheure en heure pleine en hiver et puis 380 € en heure creuse hiver, donc depuis le 1er janvier 2023. Donc effectivement, c'est voilà, facture de mensuel de 10 000 € hors taxe est transformée en 36 000. Donc effectivement, c'est très dommageable et puis il fallait trouver les solutions pour pallier à ce problème. Donc, un facteur de x3 presque, c'est ça, si on entend bien. Oui, largement, oui. Bon, sachant qu'en 2022, le prix avait déjà augmenté parce que j'étais en contrat à Rennes, j'avais un contrat triennal qui se terminait donc au 31 décembre 2022. Mais donc, contrat à Rennes, donc avec une augmentation quand même de 50 € mégawatt à 115 €, étant donné que bon, on a tous connu les mêmes choses avec nos contrats à Rennes sur la deuxième partie de l'année 2022. Voilà, moi, les 5 premières années d'exploitation Meuvelec, donc sur la méthanisation, j'étais plutôt habitué à un prix mégawatt de 45 €, 50 € mégawatt, ce qui n'est plus du tout le cas. Et malheureusement, je pense qu'on peut tous dire aujourd'hui que, en tout cas, à court ou moyen terme, ça risque de rester assez élevé. Alors justement, quelles actions, quelles initiatives vous avez mis en place pour y faire face? Bon, alors moi, en amont de cette tragique période 2022, j'ai investi dans des trackers solaires en 2019. Mon objectif à l'époque, c'était la solution de produire une partie de mon électricité et de l'autoconsommer sur site me paraissait intéressante.
Donc, du coup, en 2019, je m'étais tourné vers OKWind qui donc produit et puis installe ces systèmes de trackers solaires. Et donc, en avril 2019, j'ai pu mettre en place 3 trackers solaires de 22 kWh chacun, ce qui me permet depuis 2019 de faire environ 30-35% de mes besoins électriques uniquement de la méthanisation, 30 à 35% sur l'année, ce qui est quand même assez important. Et d'ailleurs, heureusement que j'avais ça ces 3 derniers mois, parce que ça m'a fait économiser 8 000 € par mois entre janvier et mars, juste grâce au soleil. Donc, c'est vrai que c'est des installations qui fonctionnent bien. Donc ça, c'est la première partie. Et puis, donc, comme je le disais en amont, parce que ça date de 2019. Et puis, dernièrement, en septembre 2022, j'ai signé pour investir dans un moteur de cogénération qui va d'ailleurs être mis en service la semaine prochaine sur mon site. Malheureusement, il aurait dû être mis en service en février, mais il y a eu pas mal de décalage. Donc, cette cogé va me permettre de produire la totalité de l'électricité dont j'ai besoin sur mon site. Donc, je vais arriver à 100% de mes besoins entre les trackers et puis ce moteur de cogé de 100 kW. Ok, génial. Merci beaucoup pour cette description. Julien, vous, à travers Enerbioflex, Loïc nous a parlé surtout de production d'énergie. Vous, qu'est-ce que vous voyez comme autre levier pour faire face à ce surcoût d'énergie sur les installations agricoles? Des solutions. Ah, on vous entend de très loin. Excusez-moi. Ouais. Je vais parler un peu plus fort. Oui, c'est tout bon. Ouais, c'est tout bon. Des solutions. J'aime bien faire le parallèle entre l'électricité et l'hydraulique, parce que du coup, généralement, on a un peu de mal à se le représenter. Du coup, si je fais un parallèle, par exemple, avec une baignoire trouée, on pourrait modéliser notre système comme ça. Notre première réflexe, cette baignoire trouée, on veut maintenir le niveau d'eau à flot, notre premier réflexe, généralement, c'est pas d'aller creuser un puits et d'aller mettre une nouvelle source en place. Julien, je me permets de vous interrompre. Je pense qu'il faut vous parler un peu plus proche de vos micros ou plus fort. Parce qu'on vous... Le premier réflexe, c'est pas d'aller mettre une nouvelle source pour aller creuser un puits et c'est plutôt d'aller pousser le trou avec des gens pour éviter les fuites. Ce qu'on essaye de dire souvent, c'est le premier réflexe qu'il faudrait avoir justement sur cette notion de consommation d'énergie, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de consommer et surtout, si on a besoin de la consommer, est-ce qu'on ne peut pas la consommer à un autre moment. Et du coup, c'est vraiment et pour donner un peu d'exemple, on réalise des audits énergétiques sur quand on va faire un audit, notre premier résultat, rien que faire du réglage. Julien, je me permets, on vous entend très très mal. Enfin, un mot sur deux, et je ne sais pas si c'est dû à votre micro ou. Ça, malheureusement, c'est pas. Je ne sais pas si vous avez des écouteurs ou quelque chose à disposition. Ça marche. Bon, alors, peut-être qu'on va combler en attendant Loïc. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer, vous, en termes de comment vous est venue l'idée de mettre vos trackers solaires et puis votre moteur de cogénération est-ce que c'était une volonté, tout d'abord, est-ce que c'était une volonté de pure autonomie énergétique
et maintenant une volonté plutôt économique. Comment ça a évolué, à moins que Julien nous, nous rejoigne avec le Julien son. revienne, oui. Ouais. Dites-moi si c'est mieux. Ah, c'est super. Beaucoup mieux. Okay. Donc, je disais, si je fais le parallèle avec l'hydraulique, l'idée n'est pas plutôt de remettre une nouvelle source pour réalimenter avec une nouvelle énergie, mais vraiment d'aller travailler sur ces consommations d'énergie dans un premier temps. Et l'idée est vraiment de partir de l'interrogation, est-ce que j'ai besoin de consommer cette énergie? Et si j'ai besoin de la consommer, est-ce que j'ai besoin de la consommer à ce moment-là? Rien que là, on fait des audits énergétiques sur des unités de méthanisation aujourd'hui. Rien qu'en faisant du réglage un peu plus fin de matériel existant, on constate qu'on est entre 3 et 7% d'économie, donc de réduction de ces consommations, juste je vais être un peu simpliste, mais en tournant des petits boutons. Donc ça, à mon avis, c'est la première des choses à aller faire quand on veut aller travailler sur sa facture d'énergie. La deuxième des choses, c'est quand les conclusions de nos audits, c'est des fois d'aller refaire des investissements, en tout cas d'aller modifier des choses. Et là-dessus, quand on commence à aller faire des investissements plus ou moins lourds, on va commencer à aller pouvoir chercher le maximum là qu'on a fait chez un client, c'est moins 27%. Donc 27% d'économie sur ses consommations au global. Et donc, on a déjà cette première manne qui est ne pas consommer. Je suis d'accord qu'après, tout de suite, il faut aller embrayer sur de la sécurisation de son approvisionnement et du coup, les sources de production, à mon avis, sont extrêmement intéressantes. On a cité le solaire, on a cité l'autoconsommation via la COGE, qui sont des sources extrêmement intéressantes. Je mets quand même un petit peu en avant l'achat d'énergie en parallèle de ça, parce que quand on va aller mettre une source de production, on va aller déséquilibrer sa courbe de charge, c'est-à-dire qu'on va aller modifier qu'est-ce qu'on consomme comme énergie et à quel moment, et ça a des implications aussi sur ces achats d'énergie derrière. Et donc, bien de l'avoir en tête, c'est que ça peut avoir des répercussions positives ou négatives. Et donc, il faut aller aussi regarder cette problématique dans son ensemble, parce qu'on pourrait des fois avoir des choses un peu contre-productives quand on va les mettre en place des sources de production. Donc, c'est un petit message d'alerte aussi de ce côté-là, ne pas voir juste le direct. Ok, donc si je dois résumer par rapport à vos deux retours, c'est d'une part en amont un premier audit et avec une optimisation sur les installations, puis des sources de production d'énergie alternatives, et en parallèle une optimisation des contrats d'approvisionnement pourrait toujours continuer selon les installations. Tout à fait, oui. Ok, super, très clair. Dans ce cadre-là, alors Loïc et Julien, vous allez compléter, mais quelles subventions ou aides sont disponibles à votre connaissance, Loïc, si vous en avez bénéficié ou non, par rapport à des installations comme la vôtre, notamment les trackers solaires et puis les moteurs de cogénération? Donc moi, de mon côté, donc en 2019, les trackers solaires, je n'ai pas bénéficié de subventions. Il faut savoir que l'investissement, c'est environ 50 000 € par tracker. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est 22 kilowatts électriques par heure et par tracker. Donc, c'est un investissement de 50 000 €, mais donc, je n'ai pas eu de subvention par rapport à ça. Et par rapport à la COGE cette année, je n'ai pas non plus eu vent de quelconque subvention à ce sujet, mais il est possible qu'il y en ait, je ne sais pas, je vais laisser Julien compléter. Les dispositifs d'aide, généralement, ils vont dépendre de la zone géographique sur laquelle on va être. Et donc, il y a généralement en tout cas pas sur toutes les régions, mais sur une grande partie des régions, des fonds ADEME région, généralement mutualisés, qui peuvent aller aider sur les investissements, mais également sur les études. Et dès qu'on est sur des choses qui sortent un petit peu des choses un peu classiques, on peut des fois aller chercher des dispositifs
d'innovation, donc soit à travers des appels à projets, des appels d'offres, soit typiquement des enveloppes qui peuvent être ouvertes par BPI, BPI France, qui est toujours un acteur à aller solliciter quand on fait des choses un petit peu innovantes. Donc, on n'a pas toujours en tête, mais qui est un dispositif très intéressant. Ok, donc surtout s'orienter sur les régions qui vont être le premier acteur sur ces subventions ou aides. Tout à fait. ADEME Région, c'est vraiment les acteurs qu'il faut aller voir en premier. Ok, très clair. Alors, j'ai peut-être d'abord posé la question à Loïc, et puis pareil, Julien, vous allez pouvoir compléter aussi. Mais Loïc, aujourd'hui, quel conseil vous aurez envie de donner aux exploitants qui voudraient se lancer ou faire installer une installation pour produire de l'énergie et réduire leur facture d'électricité? Quel conseil vous avez envie de leur donner? Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir en 2019 quand vous avez commencé avec les trackers, ou même encore aujourd'hui avec le moteur de cogénération? Pour répondre je vais commencer par ce que vous avez dit en dernier. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir en 2016 quand je me suis lancé en méta? J'aurais beaucoup apprécié investir directement dans des solutions d'autoconsommation. Bon, c'est vrai que j'ai passé 5 ans avec un prix d'électricité tout à fait raisonnable, et puis c'est celui qu'on connaissait sur toutes nos activités depuis pas mal de temps. On ne s'attendait pas à une crise aussi importante. Toujours est-il qu'aujourd'hui, si j'étais porteur de projet aujourd'hui avec un nouveau projet de méta ou des conditionneurs, ce qui est mon cas d'ailleurs, effectivement, il paraît très important de regarder dès le départ quelles solutions d'autoconsommation mettre en place qui puissent répondre au mieux à son activité. Par exemple, entre une activité méta et des conditionneurs, la nuit, donc dans ce cas-là, les trackers solaires sont moins intéressants que sur une activité de déconditionnement, par exemple. Très clairement, avec le déconditionneur qui est amené à fonctionner en grande majorité du lundi au vendredi en jour ouvrable et puis en journée, clairement, les trackers solaires pourraient permettre d'autoconsommer une grande partie des besoins électriques. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder en amont et puis investir dès le départ, mettre ça dans son enveloppe d'investissement en tout cas. Ok, merci, très clair. Et alors vous, Julien, est-ce que vous avez un complément de réponse parmi tous les dossiers que vous voyez passer avec Enerbioflex? Oui, des conseils et des observations, j'en ai quelques-unes. Je n'ai pas forcément évoqué, mais maintenant on accompagne un peu plus de 300 unités de méthanisation. Donc, on va dire que les préoccupations et les problématiques, on commence à bien les déceler. Une chose que j'aime bien rappeler, c'est là le marché de l'énergie a été extrêmement volatile ces derniers mois. J'incite toujours à prendre de plus en plus en amont cette problématique, à essayer de regarder vraiment à long terme, à se projeter, à regarder les notions d'achat dès aujourd'hui, même pour des contrats qui vont se terminer dans 6, 9, 12, 15 ou même 30 mois. Vraiment, plus on a de temps généralement pour se pencher sur le sujet, et plus on va pouvoir aller chercher des opportunités. Et donc, éviter de signer au prix du marché à un instant T parce qu'on n'a plus le choix. Ça, c'est déjà une première chose, c'est vraiment l'anticipation. Le deuxième, c'est sur les installations en tant que telles, comme je le disais tout à l'heure. Bien essayer, quand on rentre dans une démarche d'efficacité énergétique, quelle qu'elle soit, bien essayer de raisonner au global et du coup d'essayer de prendre vraiment la démarche dans le bon bout, parce que la problématique pourrait être faire des gros investissements dès le début et pas forcément là où ils ont le plus d'efficacité et le plus d'impact. Et donc, le risque, c'est vraiment de trop investir pour avoir des résultats qui sont moyens. J'ai des exemples, hein, par exemple, dans la notion de trop investir. Généralement,
en méta ou même dans toute activité. On raisonne dans la question, en tout cas avec un postulat de base qui peut le plus, peut le moins. Et en énergie, on se rend compte que ce n'est pas du tout une bonne idée. J'ai par exemple un client, un site que j'ai en tête, une unité de méta, une Cogé 500 kW avec une très grosse incorpo. Quand on fait le cumul de l'ensemble des moteurs, on a 90 kW de moteur électrique installé. Nous, on arrive, on va quantifier, on mesure les besoins réels, 16 kW. C'est-à-dire qu'initialement, l'incorpo, on l'a surdimensionné, donc on l'a payé beaucoup trop cher. À l'utilisation, elle démarre, elle s'arrête tout le temps, du coup, elle consomme beaucoup trop. Les moteurs sont bridés, donc on a dû remettre du matériel, des variateurs de vitesse, donc on a réinvesti pour les brider, donc ça coûte trop cher. Ils démarrent et ils s'arrêtent tout le temps, donc ils fusent beaucoup trop rapidement, il faut les changer beaucoup trop rapidement. Et derrière, en plus, avec les variateurs, on génère des harmoniques qui fait cramer toutes les cartes électroniques sur site parce qu'on génère de la pollution et l'électronique n'aime pas ça. Et donc, on se retrouve en voulant faire bien ou en tout cas faire plus que ce qu'on devrait avec une somme d'emmerdes à cascade et d'inefficacité. Donc, bien essayer vraiment de raisonner au plus juste sans essayer d'avoir des marges supplémentaires, en tout cas savoir où on met ces marges supplémentaires d'efficacité. Ça, c'est extrêmement important. Et peut-être un dernier petit conseil, là, si on est sur la thématique production d'énergie renouvelable, en autoconsommation, comme je disais tout à l'heure, on va aller faire varier la courbe de charge, donc les besoins, qu'est-ce qu'on consomme à quel moment. Pour donner un peu des chiffres, on a fait une étude, par exemple, sur 4 unités en injection il y a peu. Je vais donner les deux extrêmes. Un des premiers sites, j'ai les chiffres sous les yeux, on va aller couvrir 21% des consommations par du solaire en autoconsommation. On va retirer 0,3% des droits ARENH sur le contrat, ce qui fait une variation d'1 euro du mégawattheure supplémentaire, ce qui est rien. Un deuxième site, on va aller couvrir 18% de ses consommations par du solaire. On va les décorréler, en tout cas retirer 14% de ses droits ARENH. On va augmenter de 18 euros l'achat de son énergie solaire, en tout cas de son énergie de fourniture électrique. Et donc, on se rend compte qu'en modifiant la courbe de charge, en fonction de comment on consommait avant, eh ben, on peut avoir des répercussions sur l'offre de fourniture qui, des fois, n'est pas négligeable. Faire attention à ne pas, entre guillemets, bouffer la grenouille de par ses actions. Ok, très clair. Merci beaucoup pour ces deux exemples précis. Il nous reste encore quelques minutes pour répondre aux questions qu'on nous a posées. Et du coup, profitez-en aussi si vous avez une question en tête, pour la poser tout de suite. J'en ai une première et qui s'adresse plutôt à Loïc. C'est pour une installation comme la vôtre sur les trackers et moteurs Cogé, quels sont les délais, les ordres de grandeur entre l'idée, la conception et l'installation et la mise en route de ces machines? Pour les trackers, j'aurais du mal à répondre, étant donné que moi, mon projet, il date de 2019. Je sais qu'Hockey Wind sont plutôt bien pris ces dernières années avec beaucoup de demandes. Donc, je suppose que les délais sont beaucoup plus allongés que ce que je connaissais à l'époque. À voir avec eux directement. Et pour la Cogé, écoutez, ça c'est beaucoup plus récent. Moi, dans mon cas, j'ai signé donc avec Prodeval en septembre 2022 pour une Cogé qui a été livrée sur mon site début février et qui devait être mise en service courant février, mais qui sera en service que la semaine prochaine. Ça, c'est pour des soucis organisation côté Prodeval, Enedis, etc. C'est toujours un petit peu compliqué pour se raccorder au réseau. Voilà, ça donne une idée un petit peu du délai, quoi. Septembre, avril, dans mon cas. Je pense qu'on aurait pu être 2 mois plus rapide.
Ok, ça marche. Merci beaucoup. Une autre question, que se passe-t-il si l'ARENH n'est pas reconduit, fin annoncée en 2025? Alors ça, je ne sais pas qui veut prendre cette question. Donc, l'AREN, L'AREN. si je le vulgarise, c'est un dispositif qui permet d'avoir de l'énergie issue du nucléaire historique dans les contrats de fourniture. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a 120 TWh directement mis à disposition pour l'ensemble des fournisseurs d'énergie à un prix qui est extrêmement bas. Et donc, tout le monde veut de l'AREN aujourd'hui. Et du coup, ce qui implique des écrêtements, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure avec des augmentations où on signe un contrat qui semble intéressant à un instant T à une cinquantaine d'euros et qui finit par se retrouver finalement à payer plus de 100 euros au réel à la fin de son contrat, pendant son contrat. Donc, ce qui risque d'arriver si l'arrêt n'est pas reconduit, ça sera de l'achat purement et simplement sur le marché, s'il n'y a pas de dispositif équivalent qui est mis en place. Et donc, on sera tributaire à 100% du marché. Je ne lis pas dans l'avenir, mais il y a déjà des projets qui sont en cours. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui s'est déroulée et qui s'est bouclée il y a 2 semaines environ, avec une conclusion qui est il faudrait réformer totalement le marché de l'énergie. On va voir vers quoi ça va mener, mais en tout cas, il y a des pistes de réflexion sur une refonte de notre système tel qu'il est pensé aujourd'hui. Ok, merci. Une autre question. Peut-on injecter et vendre le surplus d'électricité produite par la COGE installée sur un site en injection de biométhane en priorité pour de l'autoconsommation? Oui, effectivement, on peut vendre, sachant que bon, moi, mon objectif, clairement, ce n'est pas de vendre de l'électricité, mais de faire strictement ce que j'ai besoin pour autoconsommer sur mon site. Mais après, je suis en train de regarder le sujet pour voir ce qui est vraiment intéressant de faire. Et je pense que M. Delgove aura peut-être plus de réponses à apporter sur les contrats qui sont possibles à mettre en place. Donc oui, c'est tout à fait possible. C'est une option dans le contrat, dans la convention qu'on signe de raccordement. Oui, c'est possible. C'est plus compliqué. Idéalement, il faut l'anticiper à la signature du premier contrat. Parce que du coup, derrière la modification du contrat en cours, c'est toujours compliqué. Donc, quand on essaie de réfléchir le projet, soit il faut le dimensionner avec revente, soit à 100. Mais du coup, c'est vraiment des stratégies qui sont différentes et il faut, à mon avis, l'anticiper, notamment parce qu'on va avoir des coûts fixes qui sont là et donc la capacité à les vendre va dépendre directement de la puissance de la COGE et du coup du surplus qu'on va les générer. Et donc, pour aller absorber tous ces coûts, il faut déjà, à mon avis, produire un peu. Et donc, ça, oui, il faut l'anticiper. Mais c'est possible. Ok. Merci. On a le temps pour une dernière question. Je vois qu'il est 14h30. En autoconsommation, comment valorisez-vous la consommation de biogaz? Quel rendement avec le générateur? Je suppose que c'est pour moi. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Vous pouvez répéter la question, la fin de la question? En autoconsommation, comment valorisez-vous la consommation de biogaz? Quel rendement avec le générateur? Donc, quel rendement avec la COGE, je suppose. Oui. Donc, moi, le prévisionnel que j'ai fait, encore une fois, la COGE n'est pas en route, mais
je n'ai pas dû trop me tromper dans les calculs avec Prodeval. J'estime que je vais devoir assurer une production de 15 à 20 normomètres cubes de biométhane pour assurer le fonctionnement de mon moteur de coget de 100 kW, donc pour qu'il tourne à plein régime. Donc moi, je vais augmenter ma ration. Bon, j'ai une problématique cette année. Mon tarif hiver électrique est très, très, très élevé. Comme je le disais tout à l'heure, 800 ou 400 euros. Par contre, mon tarif été, donc du 1er avril au 30 octobre, il est de 20 euros mégawatt. Donc, je n'ai jamais été si faible. Donc, forcément, la COGE, je ne vais pas la faire tourner de avril à octobre. Donc, c'est pour ça qu'en hiver, à partir du mois d'octobre l'année prochaine, je vais augmenter un peu ma ration méta pour assurer cette production supplémentaire de 15-20 normomètres cubes de biométhane afin d'assurer le fonctionnement de la COGE. Sachant que sur ces 15-20 normomètres cubes de biométhane, j'ai déjà décompté la petite part de biogaz que j'utilisais pour la chaudière qui servait à chauffer le digesteur, étant donné que le chauffage du digesteur sera donc lié à la récupération de la chaleur de la COGE, forcément. Ok, merci beaucoup pour les explications. Alors, est-ce qu'on a une toute dernière question. Quel contrat et quel tarif pour la vente du surplus électrique? On sait que le coût de production de l'électricité issue de la COGE tourne à 180 euros par mégawattheure. Je ne sais pas qui veut prendre cette… 180 euros par mégawattheure, bon, c'est comme d'habitude, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Moi, personnellement, par rapport au calcul que j'ai fait avec le coût de ma ration, j'arrive à un prix de 115 euros mégawattheure. J'estime que le mégawatt que je vais sortir de la COGE me coûtera 115. 180, ça me paraît élevé. Je ne sais pas ce qu'ils ont compté dedans. Pour vous donner une idée, pour comparer avec les trackers solaires, ça me coûte 105 euros mégawatt. Bon, sachant qu'ils sont bientôt payés parce que vu mon prix d'électricité, on peut dire qu'ils sont payés à fin mars 2023. Mais je ne sais pas, M. Dolgov a peut-être d'autres réponses à apporter. Sur la valorisation du surplus, oui, tout à fait. Il est possible d'aller le vendre auprès d'un fournisseur d'énergie qui serait en capacité d'aller le racheter. Après, comme je le disais, toujours la problématique, c'est d'assurer un certain volume. Généralement, le surplus va quand même être sur la partie, en tout cas les heures où on va aller consommer le moins. Et donc, ça, il faut vraiment faire des études spécifiques. Il est tout à fait possible d'aller vendre l'énergie. Il y a toujours les problématiques de volume et surtout, qu'est-ce qu'on va produire en termes de puissance et à quel moment. Donc là, il faut avoir une espèce de courbe de charge prévisionnelle pour arriver à avoir des chiffrages précis. Les ordres de grandeur vont vraiment dépendre de l'attrait du fournisseur et surtout du niveau de prix des marchés. Ok, merci beaucoup pour les réponses bien détaillées pour cette dernière réponse. Le webinaire touche à sa fin et 14h34, on a dépassé légèrement notre engagement de 30 minutes. Julien, Loïc, je voulais encore une fois vous remercier chaleureusement pour vos réponses et vos explications. Vous allez pouvoir retrouver le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de Green Creative. Et en attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.